À tous. Bienvenue dans son webinaire sur les chiffres clés 2023 concernant les déchets ménagers et assimilés. Donc, c'est un webinaire qui va durer 2 heures et prendra fin à 16 heures au plus tard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de rappeler les règles durant ce webinaire. Donc, il est enregistré avec la mise à disposition d'un replay et du support à la suite de ce webinaire. Par défaut, l'ensemble des caméras et des micros sont coupés au démarrage. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est possible. On souhaite que ce webinaire soit vivant. Il y a une possibilité sur Zoom de lever la main pour intervenir. Et également, on a prévu au cours de ce webinaire 3 sessions de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le fil de discussion de Zoom les questions que vous avez au fil des informations qui vous sont transmises. Alors, pour introduire ce webinaire, je laisse la parole au pilote de l'Observatoire Ordec et de la Matrice des coûts. Et donc, pour commencer, Marie-Caroline Nicolas. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Donc bonjour à tous et puis merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire sur ce webinaire. Vous verrez la vision régionale que l'ORDEC peut donner en matière de collecte et traitement des déchets et de valorisation. Et je vous remercie particulièrement de passer du temps à répondre aux enquêtes. Je sais que c'est pas forcément facile à caser dans un plan de charge et je sais aussi que vous répondez parfois à plusieurs types d'enquêtes avec des données qui vous semblent équivalentes. Donc merci en tout cas parce que ça nous est précieux à nous régions pour construire cette vision régionale et vous aider à construire vos propres stratégies territoriales. Cette année, on a justement travaillé avec l'ORDEC sur la territorialisation des données de façon à vous aider à connaître un peu l'antériorité de ce qui s'est passé dans vos territoires et de vous permettre de vous projeter. Et c'est quelque chose qui avance très bien sur le plan des déchets ménagers et assimilés. Et je remercie vraiment l'ORDEC pour ce travail qui va continuer de toute façon sur l'année 2026. Et je laisse la parole à Hervé pour l'ADEME. Merci et bonjour à tout le monde. Donc, comme Marie-Caroline, je suis ravi de retrouver aussi nombreux, même si on n'est pas loin, pas encore loin des 100 personnes, mais autour de l'écran et puis sur ce partage des données, des chiffres clés régionaux. Je tenais quand même à rappeler, vu le contexte, que l'ADEME est présent aux côtés des collectivités à compétences déchets depuis plus de la création de l'ADEME. Alors, on subventionne des études, des investissements concernant l'optimisation et la réduction des déchets. On a tout un volet de formation des techniciens. Nous apportons de la connaissance avec des rapports techniques et sociaux et aussi de la donnée avec l'observatoire qui est l'objet de la présentation. Ça fait plus de 20 ans qu'avec la région, on pilote l'observatoire Ordec, même s'il a changé de nom ces dernières années sur les déchets, et qu'on a développé aussi la méthodologie de matrice des coûts. Euh, donc, comme l'a dit Marie-Caroline, on sait que la collecte et la saisie des données est importante, mais elle vous permet aussi d'avoir une vision globale pour vous de vos indicateurs déchets et d'analyser au mieux et de piloter au mieux vos services. Donc ça, c'est vraiment important. De notre côté, c'est vraiment des données vraiment importantes qui nous permettent de suivre les stratégies régionales, nationales aussi, et qui nous permet aussi de discuter et de reporter ces éléments à l'Europe. Vous avez, moi, la plupart des personnes savent qu'il y a une nouvelle version de Sinoé, donc de l'observatoire géré par l'ADEME. On l'appelle souvent la V3. Donc, sachant qu'une des finalités étant d'aller vers une saisie unique des tonnages grâce à une interface qui sera commune entre Sinoé et Contacoup. Donc, ça, c'est prévu pour mars 2026. Donc, je sais que les personnes de l'observatoire ont des réunions récurrentes, mensuelles, et il est important d'être présent sur ces temps-là. Et puis, sachant qu'ils seront formés en premier et les collectivités, ça devrait être en premier trimestre 2026. Donc, moi, je tenais à remercier personnellement
tout le monde, toutes les collectivités pour vos contributions, exercice qu'on sait, comme l'a dit, coûteux en temps. Comme l'année dernière, la présentation est adaptée pour vous partager de manière complémentaire les données recueillies via les enquêtes Ordec et celles de la matrice des coûts. Donc c'est vraiment le lieu d'échange annuel important. Tenez à mettre en visibilité deux points d'actualité. Donc, il y aura un deuxième webinaire sur les déchets d'activité économique ce jeudi 3 juillet à 15 heures. Et aussi, au mois de septembre, le 11 et 12 septembre, donc l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes organise, dans le cadre des rencontres tête, un temps dédié spécifique aux déchets assimilés afin de clarifier, arbitrer et structurer sa stratégie territoriale. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour vous ou vos collègues ou de faire suivre. Et pour conclure, on tenait vraiment à remercier les équipes d'Indigo et de Ra2E pour la préparation de ce webinaire qui a été importante. Et moi, à titre personnel, je tenais aussi à remercier mes collègues, donc que ce soit Elsa, Claire et Nicolas, qui suivent un certain nombre de dispositifs qui travaillent sur tous ces données observatoires. Donc, bon webinaire à tous. Merci Hervé, merci Marie-Caroline. Je prends la suite, du coup, avec la présentation du programme du webinaire. Donc, tout d'abord, un peu pour contextualiser ce qui va être présenté, on va vous rappeler qu'est-ce que l'Observatoire des déchets et qu'est-ce que c'est que la matrice des coûts. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet avec la production de déchets ménagers assimilés en 2023 et les mesures de prévention qu'on peut observer sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La troisième partie sera consacrée au tri à la source des biodéchets alimentaires avec un bilan en fin d'année 2023. Et pour finir, eh ben, où vont les DMA qui sont collectés? Quel mode de traitement entre la part enfouie et la part valorisation organique? Donc, je poursuis avec la présentation de l'Observatoire Ordex, un dispositif copiloté ADEME Région depuis l'an 2000. Il évolue avec le temps et avec l'évolution du territoire régional. Donc, il a démarré Findra sur l'ex-région Rhône-Alpes. Ensuite, s'est adapté à la région Auvergne-Rhône-Alpes et maintenant se nomme Ordec. Cet observatoire est actuellement opéré techniquement par l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui conduit les trois missions principales de l'observatoire, donc collecter les données et produire des indicateurs sur les déchets ménagers, sur les déchets de manière générale, pardon, diffuser de l'information sur la collecte et le traitement des déchets et être un lieu d'échange entre acteurs. Ensuite, le périmètre d'observation des déchets, en fait, il peut se définir selon trois axes. On a d'une part donc la famille des producteurs de déchets. On a la nature des déchets entre les déchets dangereux, les déchets inertes et les déchets non dangereux, non inertes. Et enfin, vous avez les gestionnaires de ces déchets. Donc, soit le service public de gestion des déchets, soit les filières REP, ou soit les entreprises privées. Donc, de manière un peu synthétique par rapport à ce tableau qui peut paraître complexe à double entrée, l'Observatoire Ordec ainsi que la matrice des coûts se focalisent historiquement sur tout ce qui est déchets ménagers et assimilés pris en charge par le service public de gestion des déchets. Un second aspect qui est observé sont tous les déchets non dangereux, non inertes qui sont traités dans les installations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit par des acteurs publics ou des acteurs privés. Et enfin, l'objectif de l'Observatoire Ordec est de s'étendre au-delà de ce cœur d'observation, donc c'est-à-dire intégrer progressivement les tonnages de déchets qui sont pris en charge par les filières REP et également s'intéresser de manière plus précise et détaillée aux déchets dangereux. Et pour finir, en fait, tout ce qui est déchets inertes et déchets produits par le BTP sont observés par la CERC en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, pour cette partie-là, c'est du détail par rapport à la première mission de l'Observatoire qui est la collecte de données.
Donc, afin d'observer donc les différents déchets produits à la fois par les ménages, par les activités économiques et gérés à la fois par le service public et par les acteurs privés, l'Observatoire mène quatre enquêtes annuelles. Donc, il y a une enquête auprès des collectivités qui exercent la compétence collecte ou traitement des déchets. En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 165 collectivités et pour ce type d'acteurs, on a un taux de réponse très élevé de 99%. Donc, on peut considérer qu'on est exhaustif sur les données des DMA pris en charge par le service public de gestion des déchets. Ensuite, les acteurs privés, donc on compte 375 installations de collecte et de traitement des déchets. Donc, ça peut aller de la déchetterie professionnelle au centre de tri jusqu'au centre d'enfouissement. Cette enquête, elle est menée en collaboration avec FEDEREC, qui mène également une observation des déchets au niveau national et donc au niveau régional, on se coordonne pour éviter les sursollicitations. Et la même logique est appliquée avec la CERC, qui va s'intéresser aux déchets inertes et aux déchets issus du BTP. La troisième enquête va concerner les unités de méthanisation. C'est une enquête qu'on mène en collaboration avec la DREAL. On compte 134 unités de méthanisation en 2023 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc avec un taux de réponse de 86%. Et pour finir, on a une enquête auprès des recycleries afin d'observer le réemploi. Cette enquête, elle est menée en lien avec le réseau Résolution et pour lequel on a un taux de réponse de 71%. Et enfin, le dernier élément que je souhaite vous partager pour la partie présentation de l'observatoire, c'est donc comment on diffuse l'information et comment on restitue les indicateurs qui sont calculés à partir des données collectées. Donc, on a trois livrables principaux. Le premier, c'est le rapport annuel de suivi du volet déchets économie circulaire du SRADET, un document conséquent d'une 60aine de pages qui permet vraiment de retrouver l'ensemble des actions menées sur la région selon la hiérarchie des modes de traitement. Le deuxième document plus synthétique, c'est la synthèse aux chiffres clés. Donc, on va vraiment se focaliser sur les indicateurs suivis par l'Observatoire. Et enfin, pour finir, on vous met à disposition des tableaux de données territorialisés. Donc, c'est un travail qui a été entrepris depuis l'année dernière et qui permet la déclinaison des indicateurs calculés au niveau régional à un niveau territorial. Et par rapport à ça, donc les nouveautés de cette année, c'est qu'on a rajouté le millésime 2015 pour les données DMA et on a également ajouté donc les données territorialisées sur le traitement des déchets en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour finir, les données des déchets ménagers et assimilés peuvent se retrouver sur l'outil Terristory sous forme de cartographie et de data visualisation. Donc, j'en ai fini pour cette présentation succincte de l'ORDEC. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter de la partie questions-réponses. Et puis, le support sera à disposition également pour rentrer dans le détail. Et maintenant, ici, donc Elsa Thomasson de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je travaille sur les déchets des collectivités et je suis tout ce qui est connaissance des coûts. Donc, je vais vous présenter maintenant la matrice des coûts. Donc, c'est une méthodologie qui est développée par l'ADEME pour évaluer les coûts de gestion et de prévention des collectivités. Elle garantit des données compatibles entre elles, c'est-à-dire les mêmes règles, les mêmes conventions entre collectivités. L'idée, c'est pas de sommer des choux et des carottes, comme on nous disait en mathématiques quand on était jeune au collège, mais donc de bien respecter des règles pour qu'on puisse après les sommer et se comparer. Le périmètre, c'est donc ce que je disais, les collectivités à compétence déchets, et c'est sur l'ensemble des déchets des DMA, donc les OMR, les collectes sélectives, les collectes des biodéchets, les déchetteries. Globalement, c'est un dispositif qui est ancien et qui est bien utilisé. On a une bonne représentativité des collectivités dans la région. On a un taux de remplissage entre 75 et 85, ça dépend des périodes.
Et ça nous permet donc de vous remonter des ratios, des indicateurs pour vous et pour nous, donc pour vous pour optimiser vos coûts et vos services, et pour nous pour voir les grandes tendances. Je laisse la parole à Olivier du bureau d'études Indigo. Bonjour à toutes et tous. Indigo participe à ce webinaire en tant que prestataire de l'ADEME sur l'accompagnement en région du dispositif de connaissance des coûts. Je m'appelle Olivier Pasquier, je suis le référent de l'unité de connaissance des coûts chez Indigo, qui est composée d'une trentaine de personnes sur nos différentes agences. Comme le disait Elsa, c'est un dispositif complet, le dispositif connaissance des coûts, qui est aujourd'hui un document de référence. Hein. Il est rempli par environ 800-850 collectivités chaque année en France, sur les 1200 collectivités à compétence gestion des déchets en France. Le dispositif de l'ADEME, ce n'est pas que du remplissage. En témoigne ce webinaire, de l'analyse et du reporting fait à destination de l'ensemble des parties prenantes. Vous en aurez quelques éléments dans la suite de l'exposé. Quelle forme prend les moyens mis en œuvre par la direction régionale de l'ADEME à destination des collectivités en ce qui concerne la matrice? Il y a un accompagnement donc, qui est réalisé par le bureau d'études Indigo jusqu'à la fin 2026, et cet accompagnement prend forme de deux manières différentes. On épaule les collectivités à remplir leur matrice, donc à produire la donnée, sous forme de coaching, d'accompagnement individuel ou de réunions collectives de remplissage où plusieurs collectivités se rencontrent, échangent et profitent d'un temps hors des bureaux pour remplir la matrice. Mais également un axe qui est très important, puisque faire de l'info sans l'utiliser, ça n'a pas de sens. C'est l'axe analyse des matrices, et on sait qu'on manque tous de temps pour produire la matrice, produire des indicateurs, donc a fortiori pour pouvoir les utiliser. C'est pour cela que l'ADEME a intégré dans ce dispositif d'accompagnement un volet analyse où on vous assiste, on vous recommande un certain nombre de démarches pour analyser vos coûts. Ça prend la forme d'animations sous forme de webinaires thématiques qui ont lieu tous les 15 jours sur différents sujets. Ça peut être des sujets de restitution sur des leviers comme le financement incitatif, comme la passation des contrats de collecte, notamment, sur la prévention aussi, où ça peut être des webinaires sous forme de tutoriels sur des axes de la démarche. Et puis il y a également la production de reporting plus complet. L'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes a publié un référentiel régional sur les coûts en 2022, par exemple. Je repasse la main à Lordec pour la suite. Merci. Donc, pour conclure, en fait, cette première partie de présentation des dispositifs Ordec et matrice de coûts, je vous présente maintenant les ordres de grandeur des déchets produits selon les familles de producteurs de déchets, entre les ménages et assimilés, les activités économiques hors BTP et les BTP. Donc, sans comparaison aucune, on se rend compte que les déchets inertes du BTP sont les plus conséquents, avec 18,1 millions de tonnes produites en Auvergne-Rhône-Alpes en 2023. On peut comparer à ça, donc il y a à peu près 7 millions de tonnes de déchets non dangereux, non inertes, qui sont à la fois produits par les ménages et par les activités économiques. Et donc, on se rend compte que la part des ménages est un peu plus importante que la part des activités économiques. Donc, à relativiser, car il s'agit de l'observation par l'ORDEC, selon les données qui sont disponibles et qui sont fournies via les enquêtes, et aussi à avoir en tête que le périmètre des déchets d'activité économique est donc hors doux, hors assimilé, hors sous-produits agricoles et hors déchets du BTP. Et donc, pour finir, les DMA SPPGD, donc c'est-à-dire les DMA pris en charge par le service public de prévention et de gestion des déchets, atteint 4,18 millions de tonnes en 2023. Et donc, on va rentrer dans le détail de ce chiffre-là avec la première partie du webinaire. Et je laisse la parole à Marianne. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Marianne Gérard, je suis chargée de mission à l'ORDEC, donc à Aura 2E.
et je m'occupe plus principalement des données DMA. Donc, c'est moi qui vais vous présenter voilà, ces premiers chiffres. Donc, nous allons attaquer la deuxième partie qui vise à vous présenter les quantités de déchets ménagers et assimilés qui ont été collectés en 2023 et leurs coûts associés. Et ce sera aussi l'occasion de faire un point sur les actions de prévention et d'économie circulaire qui ont été mis en place en 2023, notamment le développement de la tarification incitative et le développement du réemploi. Donc, premier constat en 2023, c'est que la production de déchets ménagers et assimilés baisse, et c'est une baisse particulièrement remarquable. Donc, en 2023, on est à 4176 kilotonnes collectées. Et en fait, c'est une baisse notable par rapport aux années précédentes, puisque c'est le millésime le plus bas depuis au moins 2015. Parce qu'effectivement, en 2015, vous voyez, on était à 4287 kilotonnes de DMA collectées. Donc ça représente une baisse de moins 3% par rapport à 2015. Par rapport à 2010, en fait, on est en 2023 sur un tonnage similaire. On est à plus 1% par rapport à 2010. Donc voilà, on est quand même vraiment proche de cette référence. Cette baisse en 2023 vient en fait confirmer une tendance qu'on avait déjà vue en 2022, puisque 2022 était déjà marqué par cette tendance à la baisse. Et donc, ça se confirme voilà, l'année suivante encore, avec moins 3% en 2023 par rapport à 2022. On peut regarder maintenant les chiffres par grand type de flux. Donc, on peut regarder les flux de déchetterie en bleu. Vous voyez qu'en 2023, on est à 1784 kilotonnes collectées. Et là encore, on est sur une tendance à la baisse, puisqu'on revient à peu près au niveau de 2015, où on avait collecté en 2015 1786 kilotonnes, donc juste 2 tonnes supplémentaires par rapport à 2023. Et la seule année qui est inférieure à 2023, c'est l'année 2020, donc, qui était marquée par des conditions particulières, comme tout le monde le sait. Voilà. Ensuite, si on regarde les collectes séparées en jaune, là, on a une tendance un peu différente des déchetteries et puis du tonnage global, puisque c'est le seul flux cette année qui augmente. On gagne plus 1% par rapport à 2022. Voilà, donc c'est pour le coup le tonnage collecté le plus élevé de la série depuis 2015. Et ça, on l'explique notamment par la poursuite du déploiement de l'extension des consignes de tri. Et enfin, les OMR en gris. Alors là, on a une baisse inédite, puisqu'on perd moins 10% par rapport à 2015, et c'est le niveau le plus bas enregistré, même par rapport à 2020. On est à 1665 kilotonnes collectées. Voilà. Et par rapport à 2022, en 2023, on perd moins 6%. Donc ça, on peut émettre plusieurs hypothèses, certainement plusieurs facteurs qui se cumulent. Notamment, comme je l'ai cité plus haut, la poursuite du déploiement de l'extension des consignes de tri, avec un transfert des recyclables secs qui étaient encore présents dans les OMR, qui certainement passe un peu plus dans les collectes séparées. On a certainement aussi un impact du tri à la source des biodéchets qui s'accélère. Et puis enfin, au niveau national, l'ADEME avait mis en évidence que les déchets, enfin les DMA, pouvaient être liés à la consommation des ménages. Et or, en 2023, on observe une baisse de la consommation des ménages en volume de biens, donc ce qui pourrait expliquer aussi un impact sur ces ordures ménagères. Donc maintenant, on va s'intéresser à ces DMA collectés, mais cette fois-ci rapportés à l'habitant. Donc là, c'est la population INSEE. Donc, vous avez noté qu'on observait une baisse en 2023 de DMA, et comme la population d'Auvergne-Rhône-Alpes augmente un peu, on a du coup un ratio à l'habitant qui est vraiment bas par rapport au millésime précédent, avec 510 kilos par habitant collecté. C'est le ratio à l'habitant le plus bas depuis un bon nombre d'années, puisqu'on était à 544 kilos en 2015 et 2 kilos au-dessus en 2010, à 546.
Cette baisse nous rapproche des objectifs, donc des objectifs de l'objectif du SRADET qui lui fixait moins 12% de DMA par habitant entre 2015 et 2031, ce qui nous fait arriver, ce qui nous fait arriver à 494 kilos par habitant au maximum en 2031. Et pour ça, il faudrait perdre encore moins 16 kilos par rapport à 2023. Concernant l'objectif de la loi AGEC, donc lui, il est plus ambitieux. C'est la loi AGEC fixe moins 15% de DMA par habitant entre 2010 et 2030. Et donc, ce qui nous fait arriver en 2030 à 464 kilos par habitant au maximum. Et donc, cette fois-ci, il faut perdre encore moins 46 kilos par rapport à 2023. Voilà, donc encore voilà, des efforts, mais on est pour l'instant sur une tendance positive. Voilà. Ensuite, vous pourrez retrouver le détail flux par flux. Globalement, c'est les mêmes tendances que ce que j'ai présenté précédemment, avec une baisse du ratio à l'habitant pour les déchetteries. Donc là, c'est grave à compris. Une baisse des ordures ménagères, voilà, inédite, puisqu'on est à 203 kilos par habitant cette année pour les ordures ménagères. Et puis, pour les collectes séparées, on est cette fois-ci en ratio habitant plutôt sur une stabilisation du ratio à l'habitant. Donc là, nous avons vu les chiffres pour l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette fois-ci, sur cette slide, on voulait vous présenter ce qui se passe sur les territoires qui composent la région. Donc l'ADEME propose une classification en 5 catégories des territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc des territoires urbains qui composent en termes de population 48% de la population régionale. On a ensuite les territoires mixtes à dominante rurale. Donc là, ça concerne 29% de la population de notre région. Ensuite, les territoires mixtes à dominante urbaine, donc c'est 12% de la population. Les territoires ruraux, 6%, et les territoires touristiques, 5%. Si maintenant vous regardez le graphique qui est tout à gauche, là, vous allez retrouver les ratios à l'habitant de DMA. Donc en bleu foncé et en gras, vous avez la moyenne régionale que vous retrouvez, qui est 510 kg par habitant. Et en dessous et au-dessus s'étalent les valeurs pour les différents types de territoires. Donc, premier constat, je pense que sans surprise, vous voyez les territoires touristiques. Là, quand on prend la population INSEE, qui sont largement au-dessus de la moyenne, avec 866 kilos par habitant. Et puis, à l'autre extrémité, vous voyez les territoires urbains sur l'ensemble des DMA qui ont une moyenne à 434 kilos par habitant. Donc, voilà, les territoires urbains produisent moins de déchets ménagers et assimilés que la moyenne et puis que les autres territoires. Et vous voyez que les territoires ruraux, en revanche, eux, sont au-dessus de la moyenne. Territoires ruraux et mixtes à dominante rurale. Si maintenant on s'intéresse à cette répartition par type de flux, vous observez pour les OMR, cette fois-ci, une tendance un peu différente. Donc déjà, les valeurs sont plus resserrées, à l'exception des territoires touristiques. Vous voyez que la moyenne, on la retrouve, elle est à 203 kg par habitant. Et cette fois-ci, un petit peu au-dessus de la moyenne, vous avez les territoires urbains. Et un peu en dessous de la moyenne, vous avez les territoires ruraux. Donc cette fois-ci, on retrouve des territoires urbains qui produisent un peu plus que la moyenne d'ordures ménagères et des territoires ruraux qui produisent un peu moins d'ordures ménagères. Donc là, on peut émettre des hypothèses que sur les territoires ruraux, il y a plus de pratiques de compostage. Et vous verrez qu'il y a aussi certainement un lien avec le tri, puisque quand on regarde la collecte séparée, cette fois-ci, on retrouve également ce qu'on observait sur l'ensemble des DMA, c'est-à-dire que les territoires urbains se retrouvent avec un ratio à l'habitant inférieur à la moyenne, avec 79 kg par habitant pour les territoires urbains, et en revanche, les territoires ruraux qui sont au-dessus de la moyenne, avec 99 kg par habitant. Donc là, c'est une tendance qui se retrouve aussi au niveau national, et une des hypothèses, c'était que les territoires ruraux trient plus et mieux leurs déchets,
ce qui peut expliquer aussi qu'ils aient des OMR un peu plus faibles. Et enfin, si on regarde les déchetteries, cette fois-ci, donc on retrouve des valeurs assez étalées autour de la moyenne. Donc, on a 219 kilos par habitant en moyenne collectés en région Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouve les territoires urbains à 150 kilos par habitant, donc bien inférieur à cette moyenne. Et à l'opposé, on retrouve les territoires ruraux et les territoires mixtes à dominante rurale. Donc, je fais exception des territoires touristiques, qui cette fois-ci sont au-dessus de la moyenne. Et là, je pense que c'est aussi facilement compréhensible parce que notamment en déchetterie, par exemple, bah, il y a les flux de déchets verts que l'on retrouve assez peu en milieu urbain, par exemple. Euh, Voilà pour cette première partie sur les chiffres de l'ORDEC. Et je vais passer la parole à Olivier Ouella. À Elsa. Merci beaucoup, Marianne. Donc, pour débuter ces premiers chiffres sur les coûts des déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, je vais vous poser une question et voilà, vous avez un sondage qui apparaît. Donc, on voulait vous demander, selon vous, quel est enfin, le coût moyen aidé en euros hors taxes par habitant et par an en Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce qu'il est inférieur au coût national, équivalent ou supérieur au coût national? Je joue aussi, j'ai le droit. Et alors, par contre, Marianne, je ne sais pas les résultats. Moi, je ne les vois pas apparaître. Tu me diras quand. Oui, ils seront partagés quand Super. on fait le bouton. Donc, je pense qu'on attend un peu que les personnes répondent. Et pour info, c'est du coup Martin à l'ORDEC qui pilote les quiz. Ah, merci, Martin, pour le pilotage des sondages. On a 50 réponses, donc j'attends encore quelques secondes que ça augmente un petit peu. C'est gentil. Donc, inférieur, équivalent ou supérieur au coût national en Auvergne-Rhône-Alpes. Les Je réponses vois. augmentent plus, donc je vais mettre fin au sondage pour voir les OK, réponses. merci. Et donc, globalement, et je ne vois pas apparaître, moi, les pourcentages. Ah, c'est bizarre, pourtant normalement ils doivent apparaître sur les écrans de ces choses. Voyez-vous? Ah, ça, alors. Est-ce que vous voyez? Ah oui. Bon, écoute, moi, je vois pas qui a voté quoi globalement. Ah, Mais enfin, bon, On on voit a, sa réponse en fait. on a on voit sa 40. réponse. Alors Ah moi, bah vas-y, dis. j'ai pas pu répondre, donc j'ai pas répondu, mais on a 40% sur le équivalent au coût moyen national. On a 38% sur inférieur et 21% sur supérieur. Eh ben, je laisse passer la diapo et Olivier Pasquier d'Indigo va vous donner la réponse. Mais globalement, il faut qu'on révise nos choix. C'était le dernier. On est supérieur. Je vous laisse Effectivement, passer la diapo. à la diapo suivante, on va vous illustrer le résultat. Donc, effectivement, les coûts en région sont supérieurs à la moyenne équivalente observée au national. Les coûts aidés, donc tout flux confondu, tout l'ensemble du service public de gestion des déchets, coûts aidés, c'est-à-dire c'est l'ensemble de vos dépenses moins toutes les recettes que va générer l'activité de gestion des déchets. C'est ça qu'on appelle le coût aidé. Donc en gros, ça correspond bon an mal an au reste à charge qu'il faut aller faire financer par vos administrés ou adhérents pour les syndicats. Euh, il est donc de près de 122 euros, donc 121,9 euros hors taxe par habitant en région, contre 118,4 au niveau national. Donc la valeur médiane, c'est une valeur médiane, et donc supérieure à la valeur nationale. Ce sont des données qui ont été générées grâce à un outil de l'ADEME qu'on appelle le générateur de coûts, qui vient compiler par période les coûts des différentes régions. Donc ça, c'est le résultat à l'instant T. Ce qui est intéressant, je repasse la main à Elsa, c'est de se poser la question de la frise chronologique, comment on se situe par rapport aux exercices précédents. Et voilà. Et donc, on a une deuxième question pour vous.
On sait qu'entre 2019 et 2022, donc en 4 ans, l'augmentation des coûts était de 5% en Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, on voulait vous demander, selon vous, au niveau de vos territoires, parce que vous avez dû voir comment ça avait évolué, entre 2022 et 2023, quelle est l'augmentation constatée en Auvergne-Rhône-Alpes sur les coûts du SVPGD? Est-ce que c'est plus 2%, plus 5% ou plus 10%? Et je laisse Martin après à la commande. Ouais. Je laisse quelques secondes Oui, pour choisir la bonne réponse. la bonne ou celle qui pense la bonne, hein, vous inquiétez Exactement. pas, hein, on va pas. C'est juste pour voir si ce que vous pensez, comme la première question, vous pensiez qu'on était plutôt équivalent, et ben, au final, avec les chiffres de la matrice, on voit qu'on est supérieur. C'est intéressant, comme ça, on se repositionne. Alors, on a encore quelques retours. J'attends encore quelques secondes et après, je mettrai fin au sondage. Allez, ça augmente plus. Je vais mettre fin au sondage. Et normalement, donc je partage les résultats, mais a priori, ça n'a pas l'air de s'afficher Non, chez vous. C'est il nous bizarre. donne si notre réponse est correcte ou pas. Vas-y, D'accord. dis-le-nous Donc, à on l'oral. a 44%, donc une majorité sur plus 5% d'augmentation. Ensuite, on a 35% sur une augmentation de 10%. Et enfin, une minorité, 21% sur une augmentation de 2%. Donc, je laisse la parole. Vous pouvez passer la diapo suivante et je laisse la parole à Olivier pour vous donner la bonne réponse. Et donc la bonne réponse, elle est animée, la diapo, vous pouvez l'afficher complètement, s'il vous plaît. Fait. La même frise, donc en 2023, on a vu que c'était 121,9 euros en aura contre 118,4. C'est une augmentation de plus de 10% par rapport au coût aura 2022 qui était à 109,5 euros. On constate une augmentation conséquente des coûts entre les deux exercices, qui fait suite à un historique qui était déjà le suivant, c'est-à-dire que depuis 2019 au moins, les coûts en aura sont sensiblement au-dessus des coûts médians au niveau France métropolitaine. Oui, je dis nationale, excusez-moi, c'est à l'exclusion des DROMCOM. On est que sur le périmètre hexagonal. Ce qui est remarquable, c'est cette accélération des coûts net. Quand je dis net, c'est que c'est les coûts moins les recettes, rappelez-vous. Donc, essayons d'identifier quels peuvent être les leviers d'explication qui sont certainement cumulatifs. Nous n'avons pas à l'heure une hiérarchisation de ces différents leviers, mais c'est tellement que leur combinaison contribue à ce qui est affiché. Il y a tout d'abord une tendance à l'augmentation des coûts de traitement, notamment liés à la TGAP, vous le savez tous, avec une trajectoire jusqu'en 2025 qui est établie par l'État. Face à cela, on a une augmentation intrinsèque des coûts de traitement, mais également des coûts de collecte, je ne l'ai pas noté, mais qui est relevé notamment dans le référentiel national de l'ADEME, publié en 2022. Malgré une tendance à la baisse des tonnages, on a une augmentation des principaux postes que sont la collecte et le traitement. Une des explications majeures reste l'aspect inflation, qui s'établit, si on regarde l'indice des prix à la consommation en 2023 à plus 4,9% de ceux de 2022, qui joue sur les prix de l'énergie, des matières et bien évidemment des salaires. Le poste pré-collecte évolue également et on peut y voir une tendance que vous connaissez toutes et tous, c'est que nos services publics ne sont pas figés dans le temps en termes d'organisation. Vous évoluez en fonction de la matière qu'il faut travailler, digérer, qui s'appelle le déchet, et puis les contraintes ou objectifs réglementaires. Donc vous êtes en perpétuelle transformation, évolution, à la recherche d'optimisation, on y reviendra certainement dans la suite de l'exposé, qui font que, par exemple, on constate une augmentation de la pré-collecte. Et parce qu'il y a des moyens nouveaux mis en œuvre, des nouvelles collectes, par exemple, et s'équiper en bac, en conteneur, en récipient,
quand on a une augmentation de la matière, voilà, les prix de la matière première augmentant, ça renchérit vos actes d'achat, que ce soit au niveau des récipients, mais également de la collecte. Qui n'a pas vu une augmentation des prix d'achat des véhicules de collecte de manière très conséquente ces dernières années, liée au prix des matières, mais également de l'énergie, des salaires. Voilà ce que je peux vous dire donc de manière globale, mais il faudra être vigilant dans les prochaines années parce que ce qui était valable en 2022, à savoir que les recettes, notamment les prix de vente des matériaux, avaient en partie compensé l'augmentation des dépenses. On a moins ce phénomène en 2023. Les prix de vente des matières sur les marchés ont baissé par rapport à 2022. Donc il n'y a pas cet effet atténuation des recettes générées qui globalement compensait l'augmentation constatée des dépenses en 2022. Ce qui est intéressant, c'est le temps moyen. On a une augmentation de 24% des coûts entre 2019 et 2023 en région Aura, qui est plus importante que l'accroissement au niveau national à 5 ans, 19%. Pas d'analyse globale, mais des pistes de réflexion également sur, à nouveau, l'optimisation, sur la prévention et la diminution des tonnages de déchets que produisent, que collectent et traitent les services publics, et puis la manière d'inciter les gens par du financement incitatif à abaisser leur manière de consommer le service de gestion des déchets. Voilà ce que je peux vous dire sur l'évolution des coûts sur 5 ans. La question qu'on peut se poser après, je vais passer la main à Elsa, c'est là une vision globale. Mais quelle est la variation, la variabilité de cette référence? Et c'est ce que Elsa va vous expliquer. Oui, parce que les coûts ne sont pas les mêmes en fonction de la typologie de l'habitat. Les coûts donc, du service public sont dispersés, on voit, entre 88 et 186 euros hors taxes par habitant et par an en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a une belle dispersion avec, comme on a dit, 122 euros par habitant et par an en moyenne. Et ce qu'on voit quand on regarde pour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que, alors si on enlève le touristique, c'est toujours particulier. Donc, c'est en milieu rural qu'on a le coût le plus important en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 128 euros par habitant et par an. Et quand on le compare à la médiane nationale, on a complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau national, c'est la typologie rurale qui est la moins chère de l'ensemble des typologies, alors qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'inverse. Donc, on a ce coût élevé du secteur rural qui est important et on se pose des questions si l'optimisation nécessaire de la collecte, du prix, enfin, du juste prix des entreprises à l'accès aux services des déchets de la collectivité a été mis en place et qui justifierait ces coûts-là, puisque le rural, ce n'est pas là où on a la plus grosse production de déchets. On le voit, 561 kg par habitant, alors que c'est en mixte rural où on est à 567 kg par habitant supérieur, mais on arrive à une médiane de coût à 118, c'est-à-dire quand même 10 euros de moins par habitant. Donc, il y a un vrai travail. Si donc, des collectivités autour de la table sont, sur le secteur rural, n'hésitez pas. L'ADEME peut vous aider à faire des études d'optimisation pour soit réduire vos fréquences de collecte, soit travailler sur, si vous êtes en point d'apport volontaire, sur les apports des pros ou les apports en déchetterie pour réussir, ou avec une RS pour réussir à essayer d'optimiser votre collecte des déchets et réduire le coût. Parce que ce que je rappelle, c'est qu'on a bien une augmentation très importante en Auvergne-Rhône-Alpes de 24%. Au total depuis 2019, et ça, c'est des usagers qui les payent. C'est-à-dire qu'en plus de l'inflation, ils payent l'ensemble du service déchets. Donc, on a un enjeu à réduire les coûts du service déchets pour ne pas le faire impacter sur vos ménages. Après, question suivante, enfin, diapo suivante. Merci. Et donc, ça, c'est une question. Alors, c'est une question qu'on vous pose et qu'on voulait, pour se rendre compte avec Olivier, on vous demande de nous donner votre fréquence de collecte majoritaire. Attention, c'est la majoritaire. Donc, celle qui est le plus. Alors, quand vous êtes en porte-à-porte, si vous êtes en PAV, vous ne jouez pas. Mais quand vous avez une collecte en porte-à-porte, on aimerait savoir
quelle est votre fréquence de collecte majoritaire sur votre territoire? Est-ce que c'est une fois tous les 15 jours? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est 2 fois par semaine que vous collectez vos OMR, hein? 3 fois par semaine ou plus? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, pour ceux qui sont en porte-à-porte, globalement, quelle est votre fréquence de collecte? Et Alors, je vais puis, lancer le sondage. On a une trentaine de réponses. J'attends quelques secondes et puis je mettrai fin au sondage. oui, parce que tout le monde ne peut pas jouer. Oui. Merci. C'est gentil, Martin. Alors, on a 35 réponses, 36 réponses. Allez, encore quelques secondes et je mets fin au sondage. Hop, allez, ça augmente plus. Et là, normalement, vous Ah, ça devriez affiche. voir les, Dites-moi. voilà. Une fois tous les 15 jours, presque 50%, 47%, bravo, une fois par semaine, donc 47%, et 2 fois par semaine, 6%. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que les analyses qu'on réalise avec la matrice des coûts montrent que plus on a de collecte d'OMR, donc une fréquence de collecte importante, plus les ratios d'OMR collectés sont importants. Donc, il y a un vrai enjeu à réduire vos fréquences de collecte 2 fois par semaine sur la majorité de votre territoire. C'est beaucoup trop. Il ne faut pas hésiter. Maintenant, on a des retours sur des fréquences de collecte tous les 15 jours qui montrent que tout se passe bien et qu'on a des très bons résultats en termes de réduction des OMR et également de réduction des coûts, puisque vous avez une fréquence de collecte qui est moindre et vous pouvez en faire une fois sur deux les emballages et une fois sur deux les OMR. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont à 2 fois par semaine, voire une fois par semaine, à venir nous voir pour faire une étude d'optimisation de vos fréquences de collecte. Je laisse la parole à Olivier pour la suite. Question Martin, tu disais 36 votants à cette question sur les fréquences? Oui, c'est ça, on a eu 36 votants, là. Ok, Exactement. merci. Donc après, voilà, on ne connaît pas vos contextes, et notamment si vous êtes plutôt en milieu rural ou urbain, donc à prendre avec des pincettes, mais on voulait vous focaliser sur la fréquence de collecte parce que c'est un OMR, parce que c'est un élément qui est bien corrélé, selon les analyses de l'ADEME, avec les coûts de gestion du service. Pourquoi? Parce que comme le montre cette image, on vous a représenté le coût du service public déchets. Première ligne, le coût complet, le total de vos charges. Deuxième ligne, le coût aidé. On retrouve tout à droite le 121,9 € dont on parle depuis le début de notre exposé. Et on a, troisième ligne, le niveau de recette. Ce sont des valeurs médianes. Ne recherchez pas à tomber sur les totaux en ligne ou en colonne, ça n'a pas vraiment de sens. De sommer des médianes par flux, les échantillons ne sont pas les mêmes et ce ne sont pas donc des moyennes. Ce qui est intéressant de voir à travers cela, c'est la part prépondérante que représentent encore nos ordures ménagères résiduelles, tant dans les tonnages, dans les quantités collectées, de 103 kg en moyenne sur les 510 de DMA, c'est ce que nous présentaient Blandine et Marianne tout à l'heure, mais également en termes de poids sur la gestion des déchets, puisque on est à 68 € de coût aidé en valeur médiane pour les OMR, ce qui représente plus de la moitié des dépenses. Donc, c'est pas la moitié des quantités, mais c'est plus la moitié des dépenses. Donc, tout programme. Donc, c'est pour ça que les coûts les indicateurs de coûts sont assez bien corrélés avec les moyens organisationnels que vous mettez en place pour collecter les ordures ménagères. Et la fréquence de collecte majoritaire des OMR est un bon indicateur, toutes choses égales par ailleurs, du degré de maturité et d'optimisation, d'ajustement de votre service public en fonction des quantités générées. On a vu au début de l'exposé qu'elles étaient à la tendance à la baisse. Donc, quid de maintenir un niveau de service élevé en passant 2-3 fois par semaine, je parle pour les milieux les plus denses ou touristiques, devant les conteneurs ou les sacs. Et dans le même temps, comment adapter cet effet transfert de tonnage vers la collecte séparative, qui elle-même nécessite des moyens nouveaux opérationnels. Je pense notamment au démarrage des collectes de biodéchets. Et
je connais peu de collectivités qui n'envisagent pas ça de manière globale par des substitutions de flux de collecte. Réduire la fréquence de collecte OMR, c'est des leviers pour pouvoir mettre en œuvre des obligations réglementaires comme la collecte des biodéchets pour ceux qui font ce choix-là par rapport à une gestion proximité. Donc les OMR, premiers contributeurs aux 121 euros, 121,9 au global. Le deuxième contributeur, c'est la gestion des déchetteries. Et là-dessus, on voulait vous alerter, vous êtes très certainement au même niveau que nous, à constater que le service déchetterie est en profonde mutation depuis 10 ans par rapport à ce qu'on pouvait percevoir de ce que c'était que son rôle à la déchetterie par rapport à nos usagers. Et on a une augmentation importante des coûts l'année après année parce que le service rendu n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Et donc, il y a un vrai sujet de rapprochement d'effets ciseaux entre les EMR et les déchetteries à terme, en termes de quantité collectée. Aujourd'hui, les déchetteries en moyenne collectent plus de déchets que les ordures ménagères et on a intérêt à le faire parce que les coûts de revient sont moindres, mais néanmoins le service que vous apportez n'est plus le même et il y a une vraie réflexion à conduire dans les années à venir sur comment optimiser ce service par rapport à ce qu'on veut en faire et notamment avec vos partenaires éco-organismes. On constatera également l'impact des flux à valeur positive en termes de recettes que sont les matériaux de collecte sélective et le verre, où la vente de matériaux et les soutiens des éco-organismes permettent d'abaisser le coût de revient de ces flux au niveau des recettes générées. Dernier message, l'optimisation, c'est pas que chercher à écraser les dépenses, c'est aussi diversifier et optimiser vos recettes. Aujourd'hui, la part des recettes représente autour de 16% du coût complet, 24 euros par habitant par rapport aux 148,9. C'est pas là-dedans où on va écraser les coûts, mais certainement y a-t-il matière à améliorer cette proportion. Elle est en moyenne à hauteur de 20% au niveau national, sachant que vous êtes en partie tributaire des marchés de vente que vous passez et des prix des matières premières secondaires sur les marchés et les cours internationaux, mais également dans la diversification de vos partenaires sur les soutiens et les contrats que vous pouvez passer avec les éco-organismes agréés. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la structuration des coûts, donc par territoire, comme vient de le faire Elsa, ou par flux, comme je viens de vous le présenter. Merci. Et on passe la parole à Lordec. Oui, je remets ma caméra. Je vais aller un peu rapidement sur cette partie. On a pris un petit peu de retard. On va quand même essayer de maintenir un temps pour les questions-réponses. C'est intéressant. Au lieu de 10 minutes, on consacrera 5 minutes. Donc, j'enchaîne. Donc, là, ces deux pyramides pour introduire la partie prévention. Ça va être des images que vous connaissez. L'idée, c'est d'inverser la tendance et d'inverser les pyramides. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a peu de déchets qui sont réduits à la source et on a beaucoup de déchets qui vont encore en enfouissement et en incinération. Et donc, l'idée, c'est déjà de commencer par le début, la prévention. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, mettre en place des actions pour le réemploi, la réutilisation. Ensuite, favoriser le recyclage matière et organique. Et ensuite, sortir de tout ce qui peut être valorisable organiquement ou en matière, de tout ce qui est incinération et enfouissement. Et enfin, sortir les combustibles de l'enfouissement. Donc voilà pour l'intro sur la partie prévention. Et donc, voilà. L'impact économique, oui, effectivement. Donc, par rapport à cette présentation et la hiérarchisation des normes, les dépenses de la prévention ne représentent que autour de 1% des dépenses des services publics déchets. C'est en 2023 1,7 euros par habitant qui ont été consacrés à la prévention en région contre 1,8 au niveau national. On a tendance à se rapprocher de la valeur nationale puisque en 2022, les chiffres étaient de 0,9 euros 90 centimes pour la région contre 1,3 au national. Donc une augmentation et en plus on a augmenté plus rapidement qu'au national. Faut-il y voir le déploiement de la gestion de proximité, notamment
des biodéchets qui font partie de ce compteur prévention, ou également le déploiement des solutions de détournement des flux via des ressourceries, recycleries ou des zones de gratuité que vous pilotez. Je n'ai pas d'informations détaillées là-dessus, mais on peut constater que 80% des collectivités, c'est le graphique qui vous est présenté, consacrent moins de 5 euros par an et par habitant à la prévention. En dessous de la ligne rouge, vous avez 80% des points, 20% des points qui sont au-dessus. Pourquoi essayer d'y voir une relation avec la production d'OMR? On se doute bien qu'un des indicateurs, c'est la quantité d'OMR collectée. Et vous voyez que le lunage de points ne décrit pas une trajectoire inversée. Plus on se traite, plus on dépense d'euros en prévention, plus on abaisse les quantités d'endommagement visuel. On ne peut pas tirer de conclusion dans ce sens. Il y a des choix stratégiques et politiques propres à chaque territoire par rapport à cela. Et donc, on n'arrive pas à tirer un lien avec la production d'OMR, ni selon le mode de financement, par ailleurs, qu'on soit en financement incitatif ou pas. Donc, difficile pour nous de vous donner un allant plus important et mathématique en disant allez-y, vous allez économiser tant de kilogrammes par an par habitant, par euro dépensé en prévention. On n'est pas encore là-dedans, mais néanmoins, vous voyez que par rapport à la hiérarchie des modes de traitement, on peut se poser la question quand on n'a que 1% de dépenses mis en œuvre pour écarter les déchets du système, enfin bon, qu'ils soient produits et les écarter du système de gestion des collectivités. Ce qui peut poser la question du reste d'autres leviers comme les financements incitatifs, hein, on les évoque en filigrane depuis le début. Du coup, je crois que l'ORDEC va vous présenter l'état d'avancement du déploiement de l'ATI en région. Voilà. Oui. Donc, l'objectif fixé au niveau régional reprend l'objectif qui a été fixé par la loi Transition énergétique pour la croissance verte de 36% de la population régionale couverte par la tarification incitative. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on arrondit, donc on a 7% de la population qui est couverte en 2023, et ce résultat, il est le même depuis 2018. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que la tarification incitative, elle peine à se développer dans notre région. Pourtant, si on observe au niveau national, on identifie quand même 3 régions, la région Grand Est, la région Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté, qui ont atteint ce niveau de population couverte par la tarification incitative. Donc, à se rapprocher de nos homologues des autres régions pour comprendre. Mais ce qu'on voit également, c'est qu'il y a d'autres modes incitatifs qui sont testés pour envisager ce levier de la prévention. Je te laisse détailler, Elsa. Oui, c'est gentil. Donc, on parle beaucoup de tarification incitative, hein, vous connaissez Théomi, Réomi, et maintenant, on développe aussi également la communication incitative, c'est-à-dire que vous installez tous les éléments pour faire comme si vous alliez faire une tarification incitative, sauf que vous n'informez pas, vous n'impactez pas le coût par rapport à l'usage du service, vous informez vos usagers de comment ils utilisent le service et vous le comparez par foyer équivalent, par exemple. Et quand vous voyez qu'il y a un dépassement par rapport à un foyer équivalent, vous pouvez leur passer une information spécifique avec prise de rendez-vous avec un ambassadeur du tri, et on demande également l'ADEME dans le financement de la communication incitative de faire une information papier 2 fois par an de l'usage du service. Donc, comme pour l'eau et l'électricité, on sait à peu près où on se situe. Et puis, on commence aussi également à déployer la collecte incitative. Alors ça, c'est Valérie Laurent du Grand Annecy qui le déploie dans notre région, où elle favorise l'action du tri à l'inverse des OMR. Donc, elle a mis en porte-à-porte, elle a inversé, elle avait les OMR en porte-à-porte et le tri en point de départ volontaire, et elle l'a inversé pour inciter au tri. Au niveau de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, on a un réseau des collectivités qui sont intéressées par l'incitativité, soit ils l'ont mis en place, soit ils veulent le mettre en place. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas
à me contacter. La prochaine rencontre aura lieu le 25 novembre à Rouen, où on aura l'intervention donc du Rouennais qui a mis beaucoup de choses en place en termes d'optimisation et ils veulent se lancer sur la communication incitative. Et on aura aussi le retour du SICTOM sud-allié qui va mettre en place des bacs transparents lors de sa collecte d'OMR où il a réduit sa fréquence en C05. Donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez participer à ce réseau. Alors, je continue, j'ai la main, j'ai la parole. Globalement, là, sur l'impact du financement incitatif, qu'est-ce qu'on voit? Et on l'a vu tout à l'heure. En France entière, on est à peu près à 119 euros par habitant et par an. Et on voit que sur l'ensemble des collectivités, on a 150 collectivités qui sont en tarification incitative et qui, elles, ont un coût à 99 euros par habitant et par an inférieur à celles des collectivités qui sont sans tarification incitative, puisqu'elles, elles sont à 123. Donc on voit que le coût du service en France entière est abaissé par les collectivités en tarification incitative. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a à peu près la même chose, sauf qu'on a un taux de collectivité en tarification incitative pas très élevé, 7%. On préférerait qu'il soit à 20%. Et donc, on a donc à peu près 122 euros par habitant pour la région. Et pareil, les mêmes chiffres qu'au niveau national, c'est-à-dire 99 euros hors taxe par habitant et par an pour les collectivités avec une TI. Et sans TI, on est à 123. Donc on voit qu'on est à peu près comme la région, sauf qu'on a moins de collectivités en tarification incitative. Donc venez nous voir, on vous accompagne à faire des optimisations et des études pour réduire vos coûts. Et alors, il y a une petite vigilance, c'est que c'est vrai que vous avez vu, là, on n'a que 7 collectivités en tarification incitative en Auvergne-Rhône-Alpes, donc un coût qui est statistiquement un peu sur un échantillon un peu faible. Je laisse la parole à Blandine ou à Marianne, je ne sais pas. Oui, je prends la main. Donc, Vas-y. parler du réemploi. Donc, c'est le dernier appui à la prévention qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, cette première partie. On dispose de deux objectifs et deux types d'installations qui sont fortement liés finalement. Donc, le premier objectif concerne le nombre de recycleries ouvertes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'en 2025 avec un objectif de 100 installations et 25 000 tonnes de déchets évités, donc réemployés. Par rapport à cet objectif, on se situe à 86 recycleries ouvertes. Donc, nuance importante par rapport à ces recycleries, il s'agit d'installations qui sont multiflux et qui excluent les recycleries dont la vocation première est l'œuvre caritative, c'est-à-dire Emmaüs, Notre-Dame des Sans-Abris, l'Armée du Salut, disons les structures historiques. Et donc, on a un taux de réemploi qui s'élève à 56% de tonnage collecté. Donc, quand on regarde l'objectif fixé par la région, donc en moyenne, ça fait 250 tonnes de produits réemployés par recyclerie. C'est un objectif ambitieux. On voit qu'en 2023, on est à 140 tonnes de produits réemployés par recyclerie. Mais la tendance est à la hausse. C'est-à-dire que le nombre de recycleries stagne entre 2022 et 2023, mais le taux de réemploi a augmenté de 33%. Donc, c'est une bonne chose qui va dans le sens de plus d'usage des recycleries en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le second élément, c'est les déchetteries publiques équipées de zones de dépôt pour des objets destinés au réemploi. Donc, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un tiers des déchetteries qui disposent de zones de réemploi et le nombre augmente chaque année. Donc, on a plus 6% par rapport à l'année précédente. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet du réemploi pour qu'on puisse prendre quelques questions après cette première partie qui a été dense et riche en informations. Et donc, je propose qu'on limite à 5 minutes, sachant que s'il nous reste du temps, on reviendra sur les questions.
Alors, sur les questions, donc je vais déjà commencer par relayer les différentes questions et remarques qu'il y a eu dans le chat avec des premières réponses qui ont été apportées. Et puis, s'il nous reste quelques minutes sur cette première session de questions-réponses, on pourra en prendre également à l'oral. Donc, il y avait tout d'abord une remarque sur les millésimes de données qui sont actuellement disponibles sur le site de l'Ordec. Et en fait, actuellement, c'est bien les données 2023 qui sont en ligne avec la publication des listes, des cartes et également du rapport de suivi du volet déchets économie circulaire du SRADET qui sont en ligne sur le site de l'Ordec. Il y avait simplement une petite coquille sur la liste des recycleries qui était encore la 2022, mais ça a été corrigé. Et donc, c'est bien les données de 2023 qui sont en ligne et avec prochainement également la publication de la synthèse. Ensuite, quelques remarques, questions également sur les ratios de collecte qui ont été présentés par Marianne. Donc, tout d'abord, une précision sur les ratios. Donc, on est bien sur une population INSEE. Éventuellement, pour ceux et celles qui se posaient la question, c'est pas les populations DGF, c'est bien les populations INSEE. Et ensuite, une question sur le chiffre de 89 kilos par habitant qui a été présenté sur la collecte sélective. Donc, ça intègre bien tout ce qui est emballage papier. Et donc, dans l'emballage, y compris les emballages verts. Ensuite, on a une question. Donc là, c'est plutôt à destination de l'ADEME. Donc, je ne sais pas qui voudra prendre la parole pour apporter des éléments de réponse. Quel indicateur est utilisé par l'ADEME pour mesurer la consommation de biens et pour la corrélation avec la production de déchets? Alors, sur la consommation de biens, on a des indicateurs macro de l'État qu'on utilise et on a vraiment une corrélation très forte entre le pouvoir d'achat des personnes et la production de déchets en OMR et en collecte sélective Massimo, hein. Ça, c'est très connu. On l'a toujours Alors, l'indicateur de lui-même, si tu as envie, le macro sur les consommations de biens, je peux aller les chercher au national si tu le souhaites. Merci Elsa pour ces éléments de réponse. Donc je poursuis. Dans quelle proportion la quantité d'ordures ménagères est réduite avec une fréquence une fois toutes les 2 semaines? Et donc par rapport à une fréquence d'une fois par semaine, on est sur une réduction entre 20 et 30% des OMR sur un habitat individuel. Petite précision apportée dans le chat. Et enfin, une dernière question qui vient d'être posée. Savez-vous comment progresse la performance de réemploi dans le temps pour les recycleries-ressourceries? Dit autrement, la qualité des flux entrants en installation de réemploi se dégrade-t-elle? Plus d'objets à moindre potentiel de réemploi. Globalement, sur les textiles, c'est le cas, hein. Ça, c'est la filière textile, on le sait. On a des qualités entrantes qui sont moindres et on a la problématique textile. Par contre, sur le reste, on a des entrées qui peuvent être toujours satisfaisantes. On commence à avoir des difficultés avec l'arrivée des REP et des grands faiseurs qui donnent moins leurs déchets à réparer. C'est-à-dire que, par exemple, avant, Decathlon donnait facilement ses vélos à réparer à la recyclerie sportive et ne les réparait pas lui-même. Et maintenant, il commence à les capter lui-même, va les réparer lui-même et bénéficier des aides de la REP et les remettre en installation. Donc ça, les recycleries, ressourceries, ils ne les capteront plus. Et c'est la même chose maintenant qui débute également sur les D3E, c'est-à-dire que des grands faiseurs comme Darty et Boulanger qui donnaient leurs équipements à réparer des entreprises de l'ESS vont maintenant capter ces flux et les réparer eux-mêmes. Donc on aura voilà, on sera vigilant sur la quantité de flux qui rentrent, mais ça sera, je pense que après il y a des quantités qui sont importantes, donc il faudra qu'elles aillent chercher, que vous les accompagniez peut-être dans vos déchetteries à trouver des flux de meilleure qualité, puisque certains vont donc être captés par des grands faiseurs. Merci Elsa. Je reviens sur les fréquences de collecte avec une question. Pourquoi la réduction de fréquence baisse la quantité de déchets produits? Autrement dit, que deviennent ces déchets?
Alors, j'adore, mais ça s'appelle du comportement des êtres humains. J'ai une poubelle, je la donne toutes les semaines, une fois par semaine ou deux fois par semaine. Et ben, je mets tous mes déchets allègrement. Je la sors plus qu'une fois tous les 15 jours. Je me dis, ah, ma poubelle va sentir, dis donc. Donc, j'ai un comportement en me disant, tiens, je vais peut-être de composter mes déchets. Donc, ça incite en fait. On a une incitation au compostage qui est très importante. Donc, c'est vraiment du changement de comportement. Quand on dit aux gens que les poubelles passeront qu'une fois tous les 15 jours, on leur propose un composteur, ils prennent le composteur et les gestes de compostage. Et de plus, ils sont inquiets de, que leur poubelle va être remplie, donc ils améliorent leurs gestes de tri. On a une augmentation des gestes de tri et une augmentation du compostage avec un service moindre, donc de moins bonne qualité sur les OMR. Et à contrario, ce qu'on voit, c'est que quand on est en C1 ou en C05 sur de la collecte sélective, ça ne change pas le tri, c'est-à-dire qu'on a un aussi bon tri en C05 sur de la collecte sélective que sur du C1. Donc, il n'y a pas d'intérêt à augmenter le porte-à-porte sur la collecte sélective. On peut rester en C05 et avoir un bon tri. C'est du comportement des êtres humains. Alors, on va prendre une dernière question qui vient d'arriver et ensuite on passera à la partie suivante. Pourrait-on imaginer un passage toutes les 3 semaines, au moins l'hiver? Alors, il y a des collectivités qui le font. Il faut, par contre, comme c'est hors réglementation, il faut juste le justifier à la préfecture, mais on doit avoir des retours d'expérience. Après, il faut bien prévenir les gens, parce que s'ils oublient de sortir leur poubelle ce journée-là, ça fait 6 semaines. Donc, il y a un enjeu après avoir une bonne communication, mais je pense que ça existe dans le Grand Est. Si vous êtes intéressé, vous me le dites et puis j'irai chercher l'info. Je complète juste, on a des retours d'expérience en Bourgogne-Franche-Comté également, comme en Grand Est, où de manière en corrélation avec le déploiement des financements incitatifs, ils ont été amenés à baisser, notamment pour les écarts. Là, on parle de la question, c'est en milieu de base, lors des basses productions. Donc, les écarts s'y prêtent bien. Et effectivement, il y a nécessité de passer en Coderst pour déroger à la règle du C05. Donc, il y a voilà, j'ai un doute sur les retours en aura, mais je suis convaincu pour les avoir en tête qu'il y a des collectivités en Bourgogne-Franche-Comté, en Grand Est, qui sont dans cette situation. Merci à tous les deux pour ces éléments de réponse. Je vous propose de poursuivre la présentation du webinaire et donc je crois que c'est toi, Marianne, qui introduit la partie suivante. Oui, tout à fait, c'est moi.